Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette masterclass Arte Éducation en direct de la Gaîté Lyrique à Paris. Aujourd'hui, nous sommes avec des élèves en présentiel ici à la Gaîté et nous accueillons plus de 500 élèves connectés à travers la France. Donc bienvenue à vous. On voit que vous commencez à nous dire bonjour dans le chat. N'hésitez pas à nous dire depuis quelle classe, quel collège, quel lycée vous vous connectez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Préau. Bonjour. Véronique, vous êtes autrice et réalisatrice. Vous avez étudié à Sciences Po Paris avant d'entreprendre une spécialisation à l'Institut français de presse. Aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi les femmes riches ne courent-elles pas les rues. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà vu des extraits ou le documentaire de Véronique dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'en savoir plus sur la création de ce documentaire en 2 volets, un petit mot sur votre parcours, parce que donc, ce n'est pas votre premier film. Vous avez réalisé des documentaires sur la géopolitique de l'espace, plusieurs films scientifiques. Vous avez également travaillé pour des émissions de télévision très connues. Et en 2025, vous avez réalisé « Les femmes riches ne courent pas les rues » pour Arte. Dans ce documentaire en 2 volets de 52 minutes chacun, vous enquêtez sur la situation financière des femmes dans des pays occidentaux prétendument plus avancés que ceux du Sud en matière de droit. Alors que les Françaises ont dû attendre 1965 pour ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari, les femmes et les hommes entretiennent toujours un rapport différent à l'argent, entretenu notamment par l'éducation et les assignations de genre. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Au travers de témoignages et d'éclairages d'experts, cette investigation montre aussi combien l'argent reste un instrument de domination. Tandis que le Forum économique mondial estime qu'il faudra attendre encore 169 ans pour combler ce fossé financier, donc d'ici là, a priori, on sera tous morts et mortes, ce documentaire en 2 volets dresse un constat lucide mais porteur d'espoir aussi pour parvenir enfin à une émancipation économique des femmes. Alors peut-être pour commencer, Véronique, comment est-ce que vous avez eu cette idée de documentaire ? Alors d'abord, je voulais vous dire que j'étais très très contente d'être avec vous, y compris ceux qui sont à distance, parce que quand on fait des films documentaires et des films tout court, on a envie de changer le monde. Et être avec vous qui êtes notre trésor, notre avenir et qui allez fabriquer l'avenir, c'est vraiment super super important de vous présenter du coup le film aujourd'hui. Donc, ce film, il est né dans ma tête, c'est comme ça la plupart du temps en télévision et au cinéma aussi, mais enfin bon, en télévision, ça marche aussi comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2023, il y avait les manifestations contre la réforme des retraites. Et alors bon, c'était les retraites, c'était loin de vous, hein, un petit peu plus proche de moi, mais et il y a eu pas mal de chiffres à cette époque-là, et je me souviens qu'il y avait un chiffre qui revenait souvent, qui était une différence de retraite entre les hommes et les femmes de, un coup il disait 40, un coup il disait 38%, et je me souviens, j'ai un souvenir précis, j'étais dans ma petite voiture en train d'écouter la radio, j'étais au feu, je me suis dit 40%, le feu est passé au vert, j'ai pas démarré, j'étais choquée. Ça a commencé comme ça, et puis après, je sais pas, ça a éveillé quelque chose chez moi, et puis j'ai repensé à des articles que j'avais pu lire, où cette fois-ci, il était question de différence de salaire de 20%. Alors je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que dans une société, on prend des gens avec un métier, on met un homme et une femme, l'un à côté de l'autre, le même métier, et ils ont 20% de salaire de différence ? C'est quand même un petit peu énorme. Donc 40% de différence de retraite, 20% de différence de salaire. D'un coup, je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible que le monde continue à tourner avec des chiffres pareils ? Et ça a commencé comme ça. Et du coup, j'ai commencé à rassembler des enquêtes. J'ai tout de suite parti sur les chiffres, donc des enquêtes sociologiques, des enquêtes économiques. J'ai cherché ce qui avait pu être fait sur ce domaine-là. Et j'ai cherché en Europe et en Amérique du Nord. Pourquoi ? Parce que ce sont des endroits où on dit volontiers que l'égalité entre les hommes et les femmes est acquise. Et donc je me suis dit, bon, si c'est le cas, c'est bizarre ces chiffres. Et je me suis posé cette question, est-ce qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, en Europe et en Amérique du Nord, une petite fille a autant de chances d'être riche qu'un petit garçon ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans un milieu social donné, parce qu'on sait très bien que les choses sont quand même très déterminées comme ça au départ,
entre une petite fille et un petit garçon qui naît dans un milieu social donné, est-ce qu'ils ont les mêmes chances à la fin d'être riches? Est-ce qu'on a regardé ça? Est-ce qu'on a la réponse à cette question? Ça ne veut pas dire qu'il faut être riche. Je n'ai pas dit qu'il fallait être riche. C'est juste, dans des pays où on prétend qu'il y a une égalité à ce niveau-là, est-ce que c'est vrai? Arte était intéressé par cette question. Ça, c'était bien chouette de voir que ça répondait au niveau, si vous voulez, il y a des responsables de cases de la chaîne avec qui on dialogue. Bon, il faut un peu les convaincre quand même qu'on ne va pas faire un film avec une liste de chiffres et qu'on va vraiment raconter une histoire. Donc moi, je voulais raconter l'histoire de cette petite fille. Et c'est parti comme ça. Je dois dire que, à votre âge, j'en avais un petit peu rien à faire de tout ça. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça m'aurait un petit peu, enfin, ça m'aurait pas intéressé. Évidemment, à mon âge, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, en regardant en arrière et en me rendant compte que j'ai moi-même relayé des mécanismes qui existent dans notre société et dont on ne se rend pas toujours compte, je suis vraiment, ce que je vous disais, très très heureuse de vous donner ces clés, parce que c'est vraiment pour toute la vie, pour les filles et les garçons aussi, puisqu'en fait c'est la même histoire, vous allez voir. Alors vous, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous êtes venu ici en traînant des pieds? Dites-nous franchement. Je vois quelqu'un qui hoche la tête, c'est dans quel sens? Et pareil, dans le chat, dites-nous aussi si ça vous intéresse. Il y a des micros qui peuvent circuler si besoin. Encore. Moi, j'aime bien tout ce qui est par rapport à l'argent, la richesse, comment créer de la richesse. Et je trouve que c'est intéressant de venir voir un documentaire sur le fait de... Est-ce que les femmes, ils ont le même taux de chance que les hommes de réussir à devenir riches? Je trouve que c'est un bon sujet. Oui, c'est pourquoi? Parce que c'est une question que tu t'es posée dans ta vie, dans ta famille Ouais, un peu, et c'est surtout qu'on n'en voit pas tout le temps. C'est généralement quand on parle de personnes qui sont riches, c'est souvent des hommes, et on voit très peu de femmes. Et on se demande s'il y a un problème par rapport à ici, ou c'est par rapport à une mentalité, je sais pas. C'est pour ça que je viens découvrir ici avec vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Dans le chat, on a le lycée Rosa Parks qui nous dit « ça nous intéresse ». Nous voilà ravis. Pour commencer, on vous a préparé un extrait qui est très court, donc il va falloir le regarder attentivement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette grosse minute. On pourra le revoir si besoin, donc je vous propose qu'on le lance sans plus attendre et qu'on en débriefe. Un médecin propose une expérience à la télévision britannique. Prenez un garçon et habillez-le avec des vêtements de fille. Faites de même avec une fille habillée en garçon. Demandez maintenant à des adultes de jouer avec eux. Look at this. Look at this. You like a dolly? She'll go for the dolly. There's a good girl. Look, what does this say? Sweet dreams. Sans surprise, les adultes se basent sur les vêtements pour choisir les jouets qui vont plaire au bébé. Is that a robot? What about this one? You've gone for, you could say, boy toys. For me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me that I was... If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. Les stéréotypes, évidemment. Le rapport à l'argent fait partie, comme le choix des jouets, des idées reçues qui se transmettent subrepticement, y compris dans le milieu familial. Alors, c'est la première pierre de l'édifice, en fait. C'est vraiment validé par tous les sociologues. Hein. C'est une expérience que j'ai vraiment voulu mettre en début de film, parce que, pour résumer, donc cette femme avec un naturel déconcertant propose donc à un bébé qu'elle identifie comme garçon à cause de ses habits
de jouer avec des petites voitures. Et à un bébé qu'elle identifie comme étant une petite fille, de jouer avec des poupées. Et donc, elle est étonnée elle-même de sa réaction une fois qu'on lui explique qu'en fait, qu'ils étaient habillés avec d'autres vêtements. Est-ce que ça vous étonne ? Non ? Oui ? Non ? Effectivement, ça n'a l'air de rien, ça a l'air un peu bête en fait. C'est oui, bah ok, les garçons jouent avec des voitures. Mais en fait, cette expérience montre quoi ? Que c'est pas forcément by nature, on dirait. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de naturel en fait. C'est quelque chose que les adultes induisent chez leurs enfants, sans forcément s'en rendre compte, parce qu'on a fait pour eux comme ça. Donc, moi, je dis pas que c'est pas bien pour un garçon de jouer à une voiture, ou à une petite fille de jouer aux poupées. Simplement, souvenez-vous, et c'est vrai que moi, je trouve ça assez saisissant, que ça n'a rien de naturel. Voilà. Et si les adultes transmettent les modes d'éducation en général qu'on a utilisés pour eux, ça fait que les choses ne changent jamais. Et ça fait qu'un individu, lui, dans cette société, il n'est pas si libre que ça. Et dès qu'il est bébé, on lui inculque de jouer à une voiture, avec une voiture, avec une poupée. Donc, bon, c'est un petit peu... une fois qu'on a commencé à mettre ces lunettes-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu bizarre. Quel effet ça vous fait quand vous repensez à votre enfance ? De vous dire, en fait, voilà, j'aimais bien ci, j'aimais bien ça. Si ça se trouve, j'aurais aimé autre chose si on m'avait laissé aimer autre chose ou si on m'avait proposé autre chose. Ça vous inspire quelque chose ou pas ? Il y a les micros qui circulent dans la salle et pareil, dans le chat, on attend vos réponses. De mon côté, on m'a plus vu pour jouer avec des poupées. Comme par exemple, ma mère joue aux poupées, sauf que je préférais les voitures. Je jouais quand même aux voitures, on ne m'empêchait pas, mais voilà. Et est-ce que tu as des frères et sœurs ? Non. Ok, pour comparer un peu Non. potentiellement. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent témoigner ? Oui. Merci. Je pense, est-ce que ça, justement, le fait qu'il y ait un enfant unique, peut-être qu'effectivement on est, en tant que parent, plus porté à offrir des voitures ou des poupées. Moi, j'ai les deux sexes comme enfants chez moi. Et c'est vrai que très rapprochés, en plus, garçons et filles. Et en fait, ils ont joué aux deux de manière naturelle. C'est vrai que mes filles aimaient bien jouer aux petites voitures et les garçons aux poupées aussi. Mais pourtant, assez rapidement, on dirait qu'il y a un... Alors, je ne sais pas si c'est de mon fait ou pas, mais j'ai constaté, bien qu'il y ait les jouets différents disponibles pour chacun, on dirait que... Moi, je vais dire que c'est un naturel, mais vous allez me dire le contraire, que les garçons... naturellement, aimaient bien les jeux plus mécaniques, peut-être un peu moins portés sur l'échange moins social, en fait, alors que les filles, davantage, on s'habille, on fait discuter les poupées entre elles. Voilà. Alors, j'ai l'impression que je n'ai pas agi là-dessus. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait bien comme un phénomène naturel qui fait qu'ils se reportent vers des choses différentes. C'est vrai que ça devait être un bon laboratoire, en fait, chez vous, du coup, puisque les jouets étaient tous présents et il y avait une forme de liberté pour y accéder. Ce que dit la sociologie, c'est que vous n'êtes pas toute seule à agir sur vos enfants et que dès lors qu'il y a la crèche, l'école, en fait, c'est aussi le fait que les petites filles entre elles, en majorité, se parlent de poupées, fait que quand on a une petite fille, on va jouer à la poupée pour... faire partie du groupe des filles, et idem pour les petits garçons. Et ce mécanisme-là, d'ailleurs, souvenez-vous-en, il est très important parce qu'il va jouer après pour l'orientation. C'est exactement le même mécanisme qui va opérer. Mais bon, voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi dans le film de commencer par le début, c'est-à-dire les goûts, dès le plus jeune âge, sont ce qu'on appelle, techniquement,
genrée. C'est-à-dire que, voilà, quel que soit l'individu, il est porté à aller vers des jeux, des histoires qui sont celles, enfin ceux et celles de son genre. Et ça va mieux en le sachant, parce que du coup, on peut, quand on est parent, proposer autre chose. Et quand on est individu, on n'est pas capable de conscientiser tout ça. Mais en fait, surtout quand on est parent, voilà, c'est intéressant de se dire, bon, est-ce que je ne suis pas en train d'imposer quelque chose ? C'est cette histoire et ce film et cette histoire d'inégalité homme-femme, c'est en fait l'histoire de notre liberté individuelle dans une société qui pose quand même pas mal de choses. Voilà. Comme le disait Véronique, on fait un peu dans l'ordre d'évolution. Je vous propose de passer à l'adolescence, le moment crucial de l'argent de poche. Qui parmi vous reçoit de l'argent de poche ? Une seule personne, 2 personnes. Ah bah les autres, pas de bol. Ok, et on va en parler si vous le voulez bien après. Pareil, dans le chat, il y a un léger décalage, mais vous pouvez nous écrire pendant l'extrait, et vous allez voir que c'est pas si anodin que ça commence déjà maintenant. Dès leur plus jeune âge, les filles n'ont peut-être pas les mêmes envies d'être riches que les garçons, à cause de ce que les sciences sociales appellent les biais. Mais cela reste encore impalpable. Pour y voir plus clair, il faudrait un élément objectif. L'argent de poche, par exemple. Les filles et les garçons sont-ils logés à la même enseigne ? La société française PixPay fournit à 200 000 enfants un compte bancaire alimenté et surveillé par les parents. On a enquêté, on a regardé un petit peu quelles étaient les dépenses des garçons, quelles étaient les dépenses des filles, combien ils recevaient chaque mois d'argent de poche. Et la première chose qu'on a vue, c'est qu'en fait, les garçons et les filles, à 1 ou 2 euros près, vont recevoir le même montant d'argent de poche régulier chaque mois. Dès 10 ans et à chaque tranche d'âge, l'argent de poche versé en début de mois par les parents est rigoureusement identique entre les filles et les garçons. A priori, aucune raison de s'insurger contre une éventuelle discrimination. Mais si l'on y regarde d'un peu plus près, les garçons et les filles ne reçoivent pas que de l'argent de poche programmé. Il y a aussi des rallonges, le petit extra parce qu'il y a un ciné, une sortie, un vêtement acheté, des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Et c'est là en fait qu'on a vu vraiment des écarts se creuser. Ces écarts se révèlent, à chaque tranche d'âge, en faveur des garçons. À tel point qu'à l'échelle d'une année, à l'âge de 18 ans, les garçons touchent 200 € de plus que les filles. Mais comment s'y prennent-ils pour rafler la mise ? Ce qu'on voit, c'est que les garçons ont tendance à être plus demandeurs et à demander plus d'argent. Et les parents, quand on les interroge, nous disent « Bah oui, en fait, mon fils a plus de besoins, donc je lui donne plus d'argent. » Et c'est là le plus étonnant. Devinez qui est en fait l'auteur de cette différence de traitement. En fait, c'est quand même les mamans qui, globalement, sont aux commandes de l'argent de poche et de la gestion, on va dire, du budget, du quotidien de la famille. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, de façon inconsciente, les mamans vont donner moins d'argent de poche à la fin du mois à leurs filles. Voilà comment les mères se retrouvent coupables, sans s'en apercevoir, de discrimination envers leurs propres filles. Les petites filles à qui on dit « ne fais pas de plis », ne demandent pas, on ne leur enseigne pas la possibilité de demander. On leur enseigne la question de entendre les désirs des autres avant même qu'ils puissent être exprimés et essayer d'y répondre. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est transmis encore et encore et encore dans les familles à travers l'éducation des petites filles. Et si, en ne réclamant pas d'argent de poche supplémentaire, les jeunes filles se glissaient, sans s'en rendre compte, dans un costume qu'elles garderont toute leur vie et qui les empêchera de s'enrichir. Et si, et si, et si. Alors voilà, c'est la deuxième étage de la fusée. Donc on a déjà un début de réponse, c'est que
toutes jeunes, les filles ont moins d'argent de poche que les garçons. Alors c'est vraiment très intéressant parce que de nouveau, en fait, c'est les mamans. Cette histoire de maman est quand même un peu folle. C'est-à-dire que les mamans transmettent en fait ce qu'on a fait pour elles. Donc, sans s'en rendre compte, bien entendu. Enfin, je pense pas. Elles pensent elles mettent déjà leur fille dans quelque chose qui ressemble à de l'économie, faire avec ce qu'on a, ne pas réclamer trop davantage. Et à l'inverse, elles pensent que les garçons, en fait, il faut qu'ils aillent de l'avant, il faut qu'ils osent. Donc, oui, allez, vas-y, un petit peu plus d'argent pour faire plus de choses. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu choquant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait penser à des situations que vous avez pu vivre, soit vous, soit dans vos familles, soit à d'autres ou est-ce que vous tombez complètement des nues en vous disant mais cette enquête, c'est n'importe quoi, c'est truqué? Comment vous réagissez en voyant cette histoire? Je me dis que ça a été inculqué déjà à nous. Enfin, comme par exemple, on dit que l'homme, il doit payer le loyer, il doit charger de sa famille, etc. Ou par exemple, au restaurant, c'est l'homme qui doit payer. Donc c'est toujours en fait comme si lui, il avait plus besoin d'argent que la femme. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est moi ce que j'aime bien dans ta réflexion, c'est que ça illustre exactement moi ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que on dit toujours le féminisme. Alors le féminisme, voilà, comme si elles n'aiment pas les hommes. Et tout ça n'a rien à voir en fait. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est est-ce qu'on est libre en tant qu'individu dans une société qui met des rôles sur les genres? La vraie question intéressante, elle est là. Et elle est valable pour les garçons aussi, puisque du coup, ils se sentent obligés, comme tu dis, payer le loyer, payer le restaurant. Effectivement, c'est ça qu'il faut remettre aussi en question pour une réelle liberté individuelle. Donc on voit que ça commence dès l'âge des... Ah, on a... Oui. Et est-ce que aussi ça pourrait peut-être venir du fait que dans beaucoup de familles, les garçons sont un peu plus libres de sortir que les filles, par exemple, pour aller en soirée ou faire certaines sorties? J'ai pas d'enquête sociologique là-dessus, mais ça me semble bien vu, effectivement. Parce que à part c'est une problématique, la problématique sécuritaire fait partie et vient enfoncer le clou en fait, puisque comme si on se dit que c'est plus compliqué de laisser sortir les filles, à ce moment-là, elles sont plus refermées sur elles-mêmes. C'est bien une histoire d'ouverture, de plus de possibilités ou de rester tranquille chez soi, économe, faire avec ce qu'on a, écouter les autres, la parole de la psychiatre qui sait bien de quoi elle parle, être plutôt dans l'écoute des autres plutôt que dans l'aventure à l'extérieur du foyer. C'est bien sûr que tout ça est lié. Et quand on met ces lunettes-là, encore une fois, après, on y voit très clair sur plein de choses, vous allez voir. Moi, je pense que c'est dû aussi à la maturité, parce qu'à l'adolescence, un homme va être beaucoup moins mature qu'une femme, donc va pouvoir faire des achats en quelque sorte inutiles, comparé à la femme qui va en quelque sorte être économe, mature sur aussi ses achats. Mais c'est intéressant parce que tu aies cette idée-là, parce que en fait, tu l'as parce que tu le constates dans ton entourage, dans beaucoup de situations. Parce que ça a été aussi pour mon cas. J'ai remarqué qu'à l'adolescence, j'ai fait des achats inutiles, que comparé à mes sœurs, à mes cousines, j'ai été immature. Alors qu'eux étaient beaucoup plus matures en mettant de côté, en investissant, en ne pas demandant aussi aux parents. Du coup, pour moi, je suis complètement d'accord avec la vidéo. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que déjà, à cet âge-là, il y a une organisation sur ce que chacun peut faire, chacun doit faire, qu'il a intériorisé, qui fait en toute sincérité, parce que voilà, c'est ce qu'il a compris qu'on attendait de lui. Et ça y est, les choses sont déjà en place pour que toi, tu fasses des achats inutiles, alors que tout le monde doit avoir le droit de faire des achats inutiles s'il en a envie. Honnêtement, vous êtes d'accord ? Donc merci pour le témoignage qui confirme
l'enquête. On a le lycée Rosa Parks dans le chat qui demande comment fait-on pour instaurer des discussions parents-enfants sur ce sujet. Ah bah ça c'est super, ouais. C'est une super bonne idée. Moi je pense que c'est archi possible même si on est enfant unique, de dire est-ce que tu crois que tu me donnerais pareil si j'étais une fille. Donc c'est super parce que les parents ils font comme ils peuvent. Ils font aussi avec ce qu'ils ont appris. Encore une fois, c'est vraiment une question de reproduction des schémas. Et donc, si vous avez envie de communiquer avec eux sur ces questions-là, qu'il y ait garçons et filles à la maison ou pas, que vous soyez tout seul, c'est vraiment important. Rapportez à vos parents cette enquête, racontez-leur. À mon avis, vous aurez même des surprises. Il n'est pas impossible que ça leur parle par rapport à leur propre enfance et par rapport à la manière dont ils ont été poussés ou pas à aller vers l'argent, à demander de l'argent ou pas. Donc ouais, c'est une super idée. De toute façon, c'est ça, c'est parler autour de soi pour essayer de faire prendre conscience de tous ces mécanismes qui agissent de manière... je veux dire, il n'y a pas de méchant dans l'histoire, quoi. C'est juste prendre conscience de tout ça et se dire, bon, là, on va faire un peu différemment parce qu'on a compris, quoi. Et c'est plein de petits gestes comme ça qui feront que le monde sera différent demain, quoi. C'est pas... Alors si, il y a des lois qui doivent changer, il y a des choses importantes. Mais en tout cas, chacun à son niveau peut faire un petit quelque chose pour que la vie soit plus égalitaire. Oui, et je rebondis sur le fait de oser, parce que c'est vrai qu'on va le voir aussi un peu au fur et à mesure des extraits, mais oser demander, c'est parfois déjà la moitié du chemin qui est accompli, et c'est important, même si à la fin on se prend une porte, ça ne mange pas de pain. Oui, ça c'est vraiment pour les filles quelque chose à garder en tête. On n'est pas forcément éduqué dans l'idée d'oser demander. Et oser demander, c'est de l'argent, et le reste aussi, c'est tout. Donc c'est une clé aussi pour grandir, quoi. Donc éventuellement se faire un petit peu violence, se dire tiens, je me souviens de cette histoire que la sociologie a montrée, je vais me pousser un petit peu et on va voir si ça va marcher. Et ça va marcher. Donc ouais, c'est une clé qu'on peut donner à toutes les filles et peut-être aux garçons aussi, parce que c'est pas forcément non plus tous les garçons qui sont forcément élevés dans cette idée-là, quoi. C'est encore une fois, c'est ouvrez les yeux, regardez comment ça se passe, posez-vous des questions et agissez. On en vient à un point très important pour vous qui êtes au lycée, collège ou même déjà en études, l'orientation. Est-ce que pour vous qui êtes dans la salle, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pour le chat aussi dans quel cursus vous êtes et si ça a été évident comme choix d'orientation? Pour info, pour les gens qui sont dans le chat, c'est très mixte. Enfin, on a presque autant de filles que de garçons en face de nous. Je pense que c'est important de le souligner. Qui veut prendre la parole pour parler de votre BTS? Juste dire en quelle matière vous êtes. La question, c'est juste savoir dans quel BTS on est. Oui, c'est ça. On est actuellement en BTS comptabilité et gestion. Okay. Et est-ce que pour toi, ça a été assez évident comme choix, comme cursus? Est-ce que tu t'es dit c'est un truc de fille ou de garçon, ou justement tu t'es dit il y aura un peu de tout? Au début, j'ai été un peu... avant de rentrer en BTS, j'ai été un peu forcé d'être dans tout ce qui était soit de la gestion ou de la compta. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que j'ai bien aimé, que j'aimais bien ce monde et cet univers, du coup, me voilà. D'autres? Alors moi, me concernant, j'ai toujours été fasciné par la finance, l'entreprise, tout ça. Et du coup, quand j'ai fait mes choix, je pense que ça a été un choix un peu logique pour moi de me diriger vers la comptabilité et la gestion. Je compte poursuivre mes études encore dans la même voie, mais pour moi, c'était assez évident. J'ai toujours voulu, ça m'a toujours intéressé. Du coup, je trouvais ça logique de continuer vers ce chemin-là. C'est intéressant parce que du coup, évidemment, c'est l'argent, quoi. C'est des études qui sont directement liées à l'argent. Donc, du coup, peut-être que les filles peuvent nous dire si pour elles, ça a été facile ou s'il y a eu un petit doda, une petite complication, des doutes.
Du coup, moi, je veux bien vous dire mon parcours en gros. Juste avant de faire le BTS compta gestion, j'étais en STMG. J'ai fait ça parce que du coup, j'avais pas, je me voyais pas en général. Du coup, c'était purement personnel. Par contre, les gens autour de moi, ils avaient des réactions assez. Ils n'avaient pas du tout le même avis. C'est-à-dire qu'en STMG, il y a plusieurs options possibles. Les deux qui se font majoritairement, c'est marketing ou comptabilité. La plupart du temps, les gens pensent que les filles vont souvent en marketing et je crois que ça se fait de moins en moins. Et dans mon lycée, il y avait, il y a de plus en plus de comptabilité justement, dans le lycée où j'étais. Et du coup, je sais que ça choque beaucoup. J'ai vu pas mal de personnes qui étaient étonnées de voir autant de filles dans cette filière plutôt. Donc en compta et en BTS aussi. Et mais du coup, vous avez, c'était quoi votre motivation, c'était quoi ta motivation? En fait, moi, j'ai fait par élimination, c'est-à-dire que la comptabilité, ça m'a pas trop attirée, mais je suis partie en STMG parce que j'aimais pas le général, parce que la seconde c'est général et techno du coup. La STMG, j'ai beaucoup aimé et en fait, j'ai fait petit à petit quoi. Je suis partie en comptabilité ensuite parce que j'aimais bien les matières. J'avais une professeure qui m'avait fait beaucoup aimer ça. Et ensuite, du coup, pareil, par élimination, je suis venue en BTS parce que j'ai testé la fac et que ça m'a pas plu. Mais je pense que j'y retournerai et j'irai petit à petit encore une fois. Mais est-ce que je comprends bien du coup que c'est parce que tu as eu des cours sur l'argent, la comptabilité, etc., que tu t'es dit, tiens, pourquoi pas? C'était pas une envie comme toi, initiale, forte, mais tu t'es dit, tiens, pourquoi pas? Oui, en fait, en STMG, du coup, en première année, on a toutes les matières et on n'a pas d'option. Et du coup, on est obligé de traiter à la fois du marketing, à la fois du RH, de la comptabilité, etc. Et la comptabilité, ça m'avait plu. Donc, je me suis dit que j'allais rester sur ça et continuer. Et c'est encore ce que je me dis maintenant, d'ailleurs. Et j'ai eu aussi de la chance, en vrai, de tomber sur des profs qui me poussaient justement à y aller et pas à écouter les stéréotypes. Parce que, en fait, j'ai vu toutes sortes de profs, en vérité. J'ai vu un prof qui était étonné que des filles fassent ça. Et j'ai eu au contraire des profs, surtout des jeunes, qui me disaient de faire comme ça, par élimination, et d'aller là où je me sentais le mieux et de continuer mes études dans ce sens. Et celui qui était étonné, il disait quoi? Je sais plus exactement, mais en fait, c'était un prof de maths et il poussait beaucoup c'était en seconde, du coup, il poussait énormément les garçons à aller vers les maths. J'avais l'impression qu'il prenait plutôt les garçons au sérieux. Par contre, dans ce lycée-là, pour le coup, il poussait énormément aussi les filles à aller faire des maths. Justement, il y avait des sortes de conférences comme ça aussi pour que les filles fassent des études scientifiques. Et voilà. C'est une parfaite transition vers notre prochain extrait. Dans le monde, les hommes possèdent 105 milliards de dollars américains de plus que les femmes. Autrement dit, les femmes ne sont supposées gagner que 2/3 de ce que gagnent les hommes au cours de leur vie. À l'échelle mondiale, l'écart de richesse entre les hommes et les femmes est énorme. Nous savons ici, à l'ONU Femmes, qu'aucun pays au monde, même parmi les plus développés, n'a été en mesure d'éliminer l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il existe dans tous les pays du monde, sans exception. Notre petite fille n'est pas au bout de ses peines. Imaginons qu'elle n'ait pas été trop influencée par les idées reçues liées à son genre. Elle travaille bien à l'école, mais elle va être confrontée à un mécanisme puissant qui risque de mettre en péril son premier bulletin de salaire. Tout commence avec les choix d'orientation. Il y a un phénomène curieux dans le monde occidental au sens large, qui est que ces femmes qui sont si bonnes à l'école, manifestement, elles ne vont pas dans les métiers les plus rémunérateurs. C'est-à-dire que même si elles sont plus diplômées que les hommes, elles ne sont pas diplômées des mêmes filières. Elles représentent 80% des effectifs dans le soin et dans l'éducation. Mais elles fuient les carrières rémunératrices en ingénierie et en informatique. Surtout si la formation est prestigieuse, comme à l'école centrale Supélec. On en est où côté filles à Centrale Supélec? Quel pourcentage?
Ah, on en est à un pourcentage malheureusement assez bas, on ne va pas se cacher. Hein. On navigue chaque année entre 18 et 20%. Bon, comparé aux écoles voisines, c'est pas si mal. Ah oui, c'est pareil. Voilà. Attention, on est toutes les écoles, on est sur ces chiffres-là. Et le fait d'avoir peu de femmes, pour nous, c'est un problème tout simplement parce qu'on ne peut pas, en tant qu'école qui se veut d'excellence, et école publique, hein, on est une école publique, donc on prend notre part de responsabilité. Donc on ne peut pas se dire on accueille les meilleurs élèves parce que ce sont les meilleurs élèves, mais à 18% de femmes. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas. Isabelle Collet intervient ce jour-là dans l'établissement pour informer sur les mécanismes d'exclusion des filles des grandes écoles. D'abord, les sciences de l'éducation ont montré que l'entourage familial et le corps enseignant, sans forcément s'en rendre compte, n'imaginent pas vraiment que les filles soient à la hauteur pour mener des carrières exigeantes. Par exemple, quand j'étais au collège ou au lycée, les professeurs disaient souvent des filles, et y compris moi, que j'avais des bonnes notes parce que je travaillais beaucoup et parce que j'étais rigoureuse, etc. Alors que finalement, en y repensant, ils disaient pas la même chose des garçons, et les garçons étaient plus poussés à faire des grandes études scientifiques, notamment avec les classes préparatoires. Ensuite, les choix d'orientation sont fortement influencés par des idées reçues. Eh ben alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis sociologue et j'ai passé 20 ans à travailler sur les questions de genre et numérique. L'histoire de l'informatique en est l'exemple le plus frappant. Années 70, la programmation c'est mal payé, on a besoin d'une main-d'œuvre pas chère, on va chercher les femmes. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit que les femmes ont tout à fait intérêt à aller dans la programmation. Déjà, ça se fait avec un clavier, donc un peu comme les machines à écrire, donc elles ne vont pas être dépaysées. Et puis après tout, un algorithme, c'est comme une recette de cuisine, ce qui n'est pas faux. Et puis l'informatique se met à prendre de la valeur. Et là, on dit plus du tout la même chose. Et là, on dit, ah bah ouais, c'est normal. C'est de la logique, c'est des maths, c'est du rapport à la machine. C'est vraiment quelque chose pour les hommes. Mais évidemment, l'espèce n'a pas muté en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire, on vient de générer des stéréotypes tout frais, tout neufs, pour rationaliser un monde social. Voilà comment l'informatique, à la base une affaire de filles, est devenue un business de garçons. Et désormais, le phénomène s'entretient tout seul. Les filles, pour un certain nombre d'entre elles, elles évitent les sciences parce qu'elles pensent, et avec de bonnes raisons, que les sciences ne voudront pas d'elles. C'est-à-dire quand on anticipe qu'on sera 2 ou 3 dans une promo de 40 ou 50, eh ben, c'est un choix qui se pèse. Et puis, les garçons voyant arriver ces filles, il ne faut pas penser qu'ils sont toujours et systématiquement accueillants. J'ai interviewé des filles informaticiennes en Suisse, dans une école où elles étaient 2 ou 3 sur 40. Ce qu'elles me racontent bien, c'est que sur les 40 garçons, il y en a 35 qui sont sympas. Et puis, il y en a peut-être 5 qui sont toxiques. Mais elles sont 2. Alors, 5 toxiques, elles se les prennent à temps plein. Voilà, c'est ces proportions-là qui n'aident pas. Voilà, donc c'était exactement ce que vous aviez commencé à expliquer. Et il y avait une petite question avant, là, qu'on a coupée avant de lancer l'extrait. On a une question dans le chat, le temps que ça te revienne. Lycée de la Plaine de l'Ain qui demande « Y a-t-il autant de responsabilités dans l'égalité homme-femme du côté des hommes que des femmes ?» De responsabilités ? Oui, de choses à changer peut-être dans les attitudes des unes et des autres. Enfin... Pour la partie dont on discute, un peu, j'aurais tendance à répondre oui de toute façon, puisque c'est des écosystèmes. Mais c'est vrai que les hommes, c'est aussi les professeurs. Celui dont tu parlais, qui poussait les garçons et qui ne voyait pas bien ce que des filles avaient à faire dans les maths. Donc c'est une prise de conscience globale. Donc oui, la responsabilité, de toute façon, elle est chez tout le monde. Et dans ce que raconte cette sociologue, c'est pas le cas probablement pour vous, parce que, encore une fois, vous êtes là vraiment à 50-50 en apparence. Mais c'est vrai que dans des classes très genrées garçons, type prépa maths, etc., ce qu'elle raconte, c'est qu'il y en a qui sont encore pas sympas. Donc évidemment, là, ça pose question, quoi. C'est quoi? C'est des filles qui osent s'attaquer aux maths. C'est bon, on ose trop réfléchir à ce qui se passe dans la tête de ces garçons, mais probablement, peut-être, ils sont juste un peu bêtes. Mais oui, la responsabilité, de toute façon, elle
elle est générale. Et vous voyez bien qu'il y a une question des générations d'avant, c'est-à-dire les professeurs qui visiblement, c'est pas le cas dans votre lycée, mais qui mettraient des bâtons dans les roues. Il y en a plein, hein, des histoires. J'en ai entendu beaucoup dans mon enquête, hein, de professeurs qui se permettaient de dire attends, fais ça plutôt que ça, parce que bon, quand tu auras des gosses, ce sera plus pratique quand même pour toi, pour t'en occuper. Je veux dire, c'est fou de dire ça aujourd'hui, quoi. Et évidemment que c'est décourageant pour une jeune fille qui a vraiment envie d'une carrière et dont le professeur a l'air de dire qu'il sait mieux qu'elle et que bon, ça va pas être simple, quoi. Donc ça, on entend encore ça aujourd'hui. J'ai pas pu tout mettre dans ce film parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Mais ça se dit encore, c'est encore des paroles qui existent, donc il faut en avoir conscience. Des parents aussi. Des parents qui, je crois, sont inquiets, pensent le monde de leurs enfants dans le référentiel qui est le leur, et éventuellement ce qu'on leur a dit quand ils étaient plus jeunes. Et il y a des parents qui sont inquiets pour leur fille en particulier, pas tellement pour leur garçon, puisque de toute façon, à ce niveau-là du sujet, ils sont plutôt poussés à aller de l'avant. Donc c'est plutôt... Encore une fois, la suggestion de discuter avec les parents de l'argent de poche, bon bah là aussi, discuter avec vos parents, de savoir s'ils avaient des inquiétudes, que vous partiez vers une carrière un peu financière, s'ils avaient imaginé ça, ça peut toujours être intéressant. Et puis les garçons aussi peuvent en discuter. Puis si vous avez des sœurs, vous pouvez. C'est vraiment intéressant de voir, d'aller chercher dans les discussions ce qu'on appelle les idées reçues qu'on a, c'est-à-dire les idées qu'on a sans savoir pourquoi elles sont là, et de pouvoir éventuellement dialoguer là-dessus en disant dans ma classe, j'ai plein de filles. Ça se passe bien, il y en a pour qui ça n'a pas été facile, il y en a qu'on a découragé. Bon, et tout ça, ça fait circuler en fait. Ça fait circuler le vent du changement. C'est intéressant. Alors moi, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. J'ai fait un bac professionnel gestion-administration. Et du coup, j'avais une professeure durant ces 3 ans qui, plutôt en tant que c'était une femme, au lieu de nous orienter par choix, un peu nous faisait un peu plus comprendre que les hommes, les garçons de ma classe devaient plutôt aller en gestion, tandis que nous, les filles, d'aller plutôt en administration. Donc, en tant que secrétaire. Mais c'était dit comme ça pas comme ça exactement. C'était suggéré. Mais c'était suggéré. Parce que y avait... c'était dit comme quoi, nous, les femmes, on serait mieux plutôt dans un métier où il y a pas trop de charge mentale, plus de la paperasse ou autre. Et tandis que les hommes, ils préféraient plus la finance au bureau, que des fois, il y avait un peu de compétition. Ça serait plus au niveau des hommes. Donc, par exemple, à la fin de mon bac, je crois on était uniquement 3 filles à partir du coup, moi en comptabilité. Et toutes les autres, après, elles se plaisaient. Dans tous les cas, c'était pas un choix qui était forcé. Mais du coup, elles ont plus pris parti pour le côté administration, on va dire. Et tu te souviens de si vous en aviez discuté ensemble entre filles lorsque vous étiez témoin de cette conversation? Est-ce que ça passait bien? Est-ce que vous preniez les choses comment? La vérité, c'est ça, c'est que on se rendait pas compte, il n'y avait pas de problème ou autre. Donc moi et une autre de mes copines, c'est juste l'administration, on n'aimait pas. Donc c'est comme m'a dit la fille de ma classe, on a procédé par élimination. On voulait pas être dans l'administration. On s'est dit plutôt que dans la comptabilité, on pourrait avoir le choix, donc s'orienter où on voulait. Mais il n'y a pas eu de problème du coup avec les filles de ma classe. Pour elles, et même les garçons, c'était totalement normal. Et à aucun moment on s'est posé la question du genre qu'il y avait un problème dans un peu la répartition où on devait finir. Et tu sais, en plus, moi j'irais plus loin. Je pense que cette professeure, elle se rendait même pas forcément compte. Ah oui, parce que faut savoir elle disait ça pour votre bien. Quand je dis ça, vraiment, ma professeure était hyper gentille, adorable, et à aucun moment c'était le genre de professeur assez
féministe ou radicaliste ou autre. Quand elle nous disait ça, c'était vraiment dans le sens où on se paierait plus en administration, on aurait moins de charge mentale et que les hommes, ce serait mieux pour eux, les garçons, qu'ils aillent plutôt dans quelque chose de compétitif. Mais c'est c'était ça, les rien idées de reçues. méchant. Les idées reçues, c'est des idées qui sont là, on ne sait pas d'où elles viennent d'avant, ça c'est sûr, mais on ne les remet pas en question. Je veux dire, c'est hyper choquant d'imaginer que dès aujourd'hui, en tant que fille, parce que vous êtes fille, vous êtes obligée de penser qu'il faut garder du temps pour s'occuper de la famille plus tard. Enfin, quelqu'un peut décider ça pour lui-même, mais que ce soit une règle pour toutes les filles, c'est quand même choquant, non ? Après, notre professeure, elle nous avait expliqué que elle, pourquoi à la base elle voulait avoir un métier un peu plus dans les bureaux ou autre. Et en fait, elle est tombée enceinte et du coup, elle a dû arrêter ses études et qu'elle aurait préféré, au lieu de passer plus de temps à faire des études, aller directement. Elle a vu ça comme un peu une perte de temps. Elle nous disait que comme quoi, en tant que femme, tôt ou tard, on aurait eu des enfants. Et que elle, ça la retardait un peu dans son programme, étant donné qu'à la base, elle voulait pas. C'est pas qu'elle ne voulait pas, mais elle était plus dans quelque chose, dans des bureaux ou autre. Elle, c'était pas la comptabilité, il me semble. C'était autre chose, je me souviens plus exactement. Mais du coup, elle nous expliquait que, issue d'une grossesse, elle a dû arrêter ses études. Et du coup, elle a vu ça pas comme du temps perdu, mais que nous, les femmes, on devrait peut-être un peu plus penser quand on prendra la vie de famille, etc. Alors là, c'est vraiment le cœur du film que j'ai fait. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a cet événement de l'enfant qui pose un gros problème du point de vue des inégalités hommes-femmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'enfants, c'est pas ça. C'est qu'il faut voir, toujours pareil, avec ses lunettes, ce que ça représente. Il faut que vous sachiez que les économistes que j'ai rencontrés, parmi les plus importants aujourd'hui, donc c'est vraiment une thématique importante, considérée comme importante, ont un terme un peu choquant pour ça, ils appellent ça la pénalité de maternité. Ils ont identifié qu'à l'arrivée d'un enfant, une femme, son salaire, toutes les femmes, toutes confondues, son salaire chute. Parce qu'elle va se mettre un petit peu en retrait pour s'en occuper, passer à temps partiel. Si elle choisit de continuer à travailler, elle va se débrouiller pour ne pas se mettre dans des postes où elle sait qu'elle risque de finir tard, qu'elle risque d'avoir une charge mentale dont parlait ta professeure importante. Et donc, elles intériorisent cette tâche qui leur est réservée, à savoir faire des enfants, pour adapter leur projet professionnel. Donc ça, c'est le gros phénomène global, sociologique, économique de ce sujet. Et c'est bien important d'en avoir conscience, parce qu'en plus, ça concerne vraiment tout le monde. Parce qu'à part le moment où il faut les porter, pour tout le reste après, objectivement, on peut vraiment partager, s'occuper des enfants. Alors après, ça se discute. Il y a des gens ça devient des opinions, mais dans l'absolu, tout ce qui est s'occuper des enfants après, ça peut se partager. Donc, a priori, c'est intéressant de remettre en question cette idée que, à partir du moment où les femmes font des enfants, il faut qu'elles mettent un peu leur carrière soit en veilleuse, soit qu'elles arrêtent complètement, soit qu'elles ajustent pour être au mieux disponibles pour leur famille. Là, je vous donne en vrac, pouf, le gros paquet, les tâches principales, sachant que, bon, évidemment, c'est un peu choquant, pénalité de maternité. Il parle de peine des mères. Donc, bébé égale pénalité. Bon, c'est un truc un peu lourd, mais c'est comme ça que les économistes ont choisi de parler de ce problème. Donc, merci pour ton témoignage, du coup, qui m'oblige à vous donner ça un peu vite. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le gros morceau. Et si vous avez envie de réagir à ça, volontiers. Moi, pour en revenir à l'orientation, d'après ce que je pense, d'après ce que je ressens aussi, j'ai l'impression que, par exemple, nous, les garçons, les hommes, on reçoit plus de pression par rapport au social, au monde social et à nos parents, à réussir, par exemple, dans la vie. De ce que j'ai vu, par exemple, quand je discute, par exemple, avec certaines femmes et filles,
j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus chill, ils ont moins de pression comparé à nous. Et par rapport, par exemple, aux garçons, je les vois, ils sont un peu plus préoccupés par ce qu'ils vont faire plus tard, parce qu'ils doivent peut-être gérer une famille, nanana. Et je pense que ça se reflète aussi dans les choix d'orientation. Du coup, je pense que c'est pour ça que, par exemple, dans les métiers où on voit qu'il y a un peu plus de salaire ou qui demandent un peu plus de technicité, on retrouve plus de garçons. Peut-être ils se disent que, je sais pas, ils doivent aller chercher au sommet le plus d'argent pour pouvoir se venir au mieux à leurs besoins et aux besoins de leur famille, comparé peut-être aux femmes qui ressentent moins de la pression. Du coup, moins l'envie de faire de longues études pour gagner plus. Merci de ton témoignage, tu pourrais être dans le film, parce que c'est exactement ça, quoi. C'est cette chose que tu décris, tu l'as identifiée. Bon, tu t'es pas forcément dit que ça faisait partie de cette longue histoire d'inégalité dont on parle aujourd'hui, mais on voit bien, du coup, qu'il y a en question, je veux dire, c'est une contrainte pour les hommes aussi. Peut-être qu'on peut se dire que si on partage, l'intéressant c'est qu'on partage la tâche et qu'on partage la contrainte d'être obligé de faire comme ça de l'argent. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que m'a évoqué toutes les enquêtes, enfin tout le travail sur ce sujet. Donc je te remercie pour ton témoignage. Moi, contrairement à ce qu'il dit, dans ma famille, on est beaucoup de femmes, on n'a pas beaucoup d'hommes et donc on a toute cette pression de... On est un peu obligé de faire des longues études pour mieux réussir dans la vie. Donc, mes cousines, que ce soit mes cousines ou moi, on ne se voit pas arrêter les études tout de suite. On se voit faire des longues études pour être à la même hauteur que les hommes, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. Mais qui vous a demandé ça? Vos parents? Moi, ma mère, depuis que je suis petite, elle me parle de la réussite des femmes. Réussir dans la vie, je vais faire des longues études, etc. Donc, j'ai grandi avec un peu cette mentalité-là de faire des longues études pour avoir un bon métier plus tard. Et même mes petites sœurs, je vois, elles sont très motivées par ça, par faire des longues études, avoir un bon poste, etc. Du coup, j'en profite pour vous glisser une petite info qui m'a vraiment étonnée pendant mon enquête, ce que j'ai même pas pu mettre dans le film. C'est dans les familles où il y a que des filles, c'est là qu'on trouve les jeunes femmes qui vont, entre guillemets, le plus loin dans des carrières. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu, du coup, de partage des rôles comme dans les familles où il y a garçons et filles, où on va avoir tendance à voir des garçons qu'on va pousser et des filles, du coup, qu'on va mettre un tout petit peu en retrait. Évidemment, c'est pas forcément aussi flagrant que ça, quoique. Et dans les familles où il n'y a que des filles, on voit comme ça qu'elles sont toutes poussées ensemble pour aller très loin. Et juste, du coup, il n'y a pas eu de... Du coup, tu as l'impression que la question de l'enfant qui viendrait plus tard ne t'a jamais été pointée comme un objectif sur lequel il faudrait s'adapter et du coup adapter ton projet professionnel? Non, pas du tout. Intéressant. C'est pas un sujet duquel on parle, que ce soit avec ma mère ou avec les gens de ma famille, quoi. Et ta mère, elle a travaillé? Oui, elle travaille. Donc, elle travaille actuellement aussi. Oui, donc on voit bien qu'elle transmet sans doute quelque chose. Et tu sais si ça a été difficile pour elle de travailler? Quand on était plus petite, vu qu'on n'a pas beaucoup d'années d'écart avec mes sœurs, elle travaillait pas beaucoup. Elle était en temps partiel, mais maintenant elle travaille à temps plein et c'était pas compliqué. Donc là, on voit bien comment le rôle de la famille, le rôle des parents, voilà, ça s'appelle des injonctions qui ne sont pas forcément dites, mais on ressent de la part de ses parents, enfin, on reçoit un message sur le fait de devoir réussir beaucoup, réussir pour gagner de l'argent, pour ceci, pour cela, ou au contraire, ne pas oublier qu'un jour, on devra faire des enfants. Et le fait qu'on nous dise ça, c'est pas forcément pas sympa. C'est juste que c'est les parents qui savent que ça va être une difficulté. Encore une fois, les économistes parlent de pénalité de maternité. Donc, un petit peu comme pour l'argent de poche et le reste, en parler, discuter de ça, en parler. Il y a une question derrière aussi. Du coup, pareil, comme ma camarade, j'ai une mère qui m'a toujours poussée à aller plus loin, à avoir une sécurité, à pas se reposer en fait sur un homme tout simplement, et d'avoir mes diplômes, assurer mes arrières. Mais d'un autre côté, j'ai une proche à moi, du coup, ma sœur qui a fait ça aussi, qui allait très loin dans les études. Mais aujourd'hui, la question, elle se pose, si j'ai un enfant maintenant, je devrais mettre mon cadre un peu de côté. Et c'est quelque chose qui la stresse aujourd'hui à cause de ça.
Parce que rentrer de 9h, 19h, 21h quelquefois, c'est pas facile. C'est normal que ça la stresse. Et encore une fois, pénalité de maternité. Donc, elle a intérêt à bien réfléchir avec un éventuel conjoint, avec tout l'entourage. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on n'a pas envie d'entendre quand on est jeune, mais on vit dans une société qui ne nous facilite pas la tâche de ce point de vue-là, quand on est une femme. Et donc, on a la responsabilité de presque prendre... Enfin, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la sociologie, hein, en fait, c'est comme si les femmes prenaient sur elles la responsabilité de régler ce problème sans que la société l'aide tant que ça. Et alors, le deuxième film, celui vous verrez un petit bout seulement, parle beaucoup de ça, parle du coup de comment dans le couple, c'est important de partager cette tâche. Et si éventuellement c'est important pour vous, pour elle, pour ta sœur, de continuer à travailler et qu'elle se sent un peu le courage, voilà, il y a des choses à trouver, des dispositifs à envisager. Par exemple, la logique qui consiste à se dire voilà, je vais pas faire garder mon enfant parce que l'argent du coup que je gagne va direct dans la garde. Bon, ça c'est un poison, par exemple. Gros warning, parce que ce qui va se passer, c'est qu'après l'enfant va grandir, ta sœur elle aura pas forcément pu avancer dans sa carrière, puis à un moment donné les enfants ça s'en va. Et à ce moment-là, les mamans retournent travailler. Et là, c'est la cata. En fait, c'est plus d'un point de vue où je vais rentrer à cette heure-ci et je vais pas avoir le temps de voir mon enfant. C'est pas une éducation qu'elle voit plutôt pour ses enfants, de pas avoir leur mère tout le temps là, etc. Et ça, c'est la question du monde du travail. De comment le monde du travail s'adapte à une volonté de faire des enfants qui continuent à exister, quoique elle est parfois un petit peu... On entend ici et là que certaines personnes remettent en cause leur désir d'enfant à cause de choses comme tu dis. Donc le monde du travail doit aborder aussi ça et arrêter de faire des réunions à 18h. Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est très concret en fait comme sujet. C'est juste d'arrêter de penser que les femmes sont la variable d'ajustement qui finalement, tant bien que mal, gère cette question de l'arrivée de l'enfant dans la société, dans leur couple, dans leur famille, mais dans la société en fait, en prenant sur elles la charge. Et je vous donne la fin de l'histoire, ce sont les 40% dont je vous parlais au début. Les 40% de différence d'argent au moment de la retraite. C'est ça. C'est parce que avant, typiquement, si ta sœur décide de mettre un petit peu en veilleuse sa carrière, de peut-être se mettre à temps partiel, et je critique pas, c'est hyper sympa de s'occuper d'un enfant qui vient d'arriver. Mais du coup, est-ce qu'elle se rend bien compte, position théorique, hein, la pauvre, on parle d'elle, mais est-ce qu'elle se rend bien compte, probablement pas, qu'elle est en train de préparer sa pauvreté future. Et je parle de pauvreté, c'est pas pour vous choquer, c'est parce que les femmes sont plus pauvres que les hommes, surtout à partir d'un certain âge. On parle bien de pauvreté. Donc, vous voyez, ça va assez loin, quoi. Alors moi, du coup, je reviens sur ce que ma camarade a dit. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un peu à cause de la société. Il n'y a pas beaucoup... Après, je ne me suis pas énormément renseignée sur le sujet, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour aider les femmes, par exemple, au bureau. Je sais qu'il y a dans certains travaux où il peut y avoir une aide, où un enfant peut être gardé ou autre. Mais comme vous avez dit, demain, il y a une femme, elle a un enfant et elle veut continuer sa carrière. Ce qu'elle doit gagner, on va dire, en fait, tout sera à ses charges, c'est-à-dire que la garde de l'enfant, l'éducation de l'enfant. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le monde du travail, de la suite pour les femmes. Déjà, par exemple, je trouve que c'est pas normal que quand on passe un entretien pour un travail, on nous demande directement si on veut des enfants, si on est marié. Je trouve que c'est quelque chose d'assez privé, ça ne regarde personne. Puis même quand une femme tombe enceinte, je trouve que ce soit pas normal non plus qu'elle a peur de dire à son patron qu'elle est enceinte pour pas que son salaire y change ou pour qu'il y ait un changement dans les tâches qu'elle a. Et du coup, directement, ça nous casse directement dans une case où on craint un peu d'avoir ce genre de conversation et on n'en parle pas assez. Et je trouve que c'est pas normal de pas avoir plus de possibilités en termes des femmes. Tandis que les hommes, par exemple, je sais pas, le télétravail, on va dire, des fois, après, je m'y connais pas énormément, mais
de faire un peu plus de choses pour les femmes qui ont des enfants. Et voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Je dirais pas mieux que toi. Tu dis tout très bien. Donc c'est évidemment exactement ça. Et donc ta remarque elle est bonne. Il faut parler plus de ça. Il faut que les débats aillent plus là-dessus que sur certains autres sujets dont on nous rabat les oreilles. Effectivement, il faut regarder. Et puis tu sais, il y a des pays qui quand même ont fait des choses. Évidemment, c'est les pays un peu nordiques. Hein. Mais il y a des choses très concrètes. Par exemple, bon, ça devient technique, donc je ne veux pas vous casser la tête, mais le fait, par exemple, d'envisager que quand un bébé naît, il y ait un congé pour le garder qui soit extrêmement bien rémunéré, c'est-à-dire que ce ne soit pas une punition de rester garder son enfant, parce que chez nous, c'est un peu quand même, ok, c'est un peu un sacrifice. Mais et s'il est partagé, ce congé, c'est-à-dire si dans un couple hétérosexuel, madame prend et ensuite monsieur, eh ben c'est valorisé. Ils ont le droit de prendre encore plus si c'est partagé pour encourager les hommes à le faire. Et ça, c'est, vous voyez, ce truc-là, c'est un des dispositifs qui a été répertorié par l'ONU Femmes, là, dont vous avez entendu la porte-parole tout à l'heure, comme un des dispositifs les plus magiques. Pourquoi ? Parce que, en fait, à partir du moment où, dès l'arrivée de l'enfant, l'homme s'occupe de son bébé dès le début, déjà, il apprend à s'occuper de son enfant, le lien se crée. Et surtout, ça veut dire que dans le monde du travail, les jeunes pères, ça devient banal qu'ils partent s'occuper de leur bébé. Tout le monde le fait. Limite, c'est celui qui ne va pas le faire, qui va être pointé du doigt. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on vit, nous, dans notre monde, c'est le monde à l'envers. Mais quand on met ça en place, eh ben, du coup, ça change les choses durablement, parce un vrai partage pour s'occuper de l'enfant se met en place, et donc se poursuit tout seul, parce que tout le monde en a envie, et si tout le monde fait ça autour de vous, vous allez vous mettre à faire pareil. Donc, c'est vraiment, tu as raison, quelque chose qui doit être beaucoup plus discuté, qui doit être pointé comme étant prioritaire. Quand on parle d'inégalité homme-femme, il n'y a pas de raison. À mon avis, là, je parle un peu de manière militante, c'est plus je vous relaye plus l'histoire des scientifiques, mais tous les scientifiques qui travaillent sur ces sujets se retrouvent à dire ça. Il faut que ce sujet soit pointé comme vraiment important, mis en avant, et derrière, les solutions techniques, elles existent. Les spécialistes les connaissent, on les discute, on les adopte ou pas, on voit les problèmes que ça pose ou pas. Mais tu as raison, mettre les choses sur le devant de la scène davantage. On parle je termine avec un truc hyper important, j'ai peur que vous partiez à la fin sans que je vous l'ai dit. Quand on parle des différences de salaire entre les hommes et les femmes, c'est, je ne sais jamais, ça change légèrement chaque année, mais c'est entre 15 et 20%. Et en fait, moi j'ai mis du temps à comprendre exactement ce que c'est. Donc c'est en fait, on prend des hommes et des femmes et on regarde ce qu'ils gagnent. Dans les hommes et les femmes, il y a aussi ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants, ceux qui sont à temps partiel, etc. Donc la différence de salaire, ça n'est pas ce qu'on pourrait croire de temps en temps. Un homme et une femme qui font le même métier et on paye moins la femme parce que c'est une femme. C'est pas ça. Ce sont tous les choix que la femme, parce qu'elle en avait envie, ou en tout cas probablement beaucoup la société et la manière dont les choses s'organisent dans notre société qui l'y a poussé, qui d'elles-mêmes, mettent au ralenti leur carrière, ont choisi déjà, parce qu'on n'en a pas parlé du coup, au moment de l'orientation, des métiers moins rémunérateurs que les garçons. Et c'est ça le 20%. Et si vous regardez pour une même profession, pour le même temps de travail, une profession donnée, un homme et une femme, la différence de salaire, c'est 3%. C'est pas 20%. Donc, et on ne parle souvent dans les médias que de ce 3%, pour pointer aussi, parce que c'est plus simple à comprendre. Vous voyez, c'est ça le truc avec ce sujet. C'est plus simple de stigmatiser un monde du travail qui ferait mal. Je ne dis pas qu'ils font bien, il faut que ça aussi, ça bouge. Mais le 17%, il est beaucoup plus compliqué à discuter. On en discute ensemble ce matin de manière très intéressante. Mais ce que tu dis, tu vois, c'est pas caricatural. Il n'y a pas une seule personne à pointer. C'est un fonctionnement de société qui met sur le dos des femmes un poids trop lourd. Donc c'est pour vous expliquer aussi que voilà, quand vous entendez des choses, la manière même dont on parle de ces sujets est un peu biaisée. On a un autre témoignage, oui, tu veux plus? Oui. Enfin, je veux bien du coup
rebondir, mais ça récapitule à peu près tout ce que vous avez dit. C'est que je pense que ce qui fait frein, c'est surtout dans le monde du travail. Parce que comme mes camarades, moi aussi, je suis poussée à faire de longues études. C'est même mon père qui me pousse plus que ma mère. Donc c'est pas... je pense que sur ce point-là, ça veut rien dire. Ça dépend peut-être, je sais pas, des familles ou des cultures. Mais je pense que du coup, ce que ma camarade a mentionné tout à l'heure avec la professeure qui l'a freiné, je pense que c'est aussi une manière anticipée en fait. Parce qu'arriver dans le monde du travail, malheureusement, même si on fait de longues études comme la grande sœur qui avait été mentionnée, on peut se retrouver bloqué à un moment donné. Et je trouve que c'est dommage parce que les femmes cotisent autant que les hommes pour les congés maternité par exemple. Bonne remarque. Non, mais c'est ça, c'est pas forcément des gens qui veulent mal faire qui vont vous faire ces réflexions-là. Mais il faut discuter avec ces gens-là et leur dire, voilà, si vous voulez que le monde change par rapport à ça, il faut pas faire comme les générations d'avant, il faut dire non, il faut trouver des solutions, et puis il faut pousser pour que le débat vienne sur le devant de la scène, encore une fois, par rapport à d'autres sujets qui nous importent peut-être moins. On a une question dans le chat qui demande comment expliquer ces 3%, parce que certes, donc il y a les 17% d'inégalité dont vous parlez, mais les 3% qui sont quand même très anormaux. Est-ce que c'est lié à la pénalité de maternité ou... Non, ça c'est du sexisme pur. Le 3%, c'est du sexisme pur. C'est une femme a priori. Alors, soit c'est des a priori au niveau de la proposition du salaire, et puis c'est un autre petit phénomène aussi, enfin petit, intéressant, c'est qu'elles réclament moins. Vous vous souvenez de l'argent de poche ? Ben, voilà, ça se retrouve là. Les femmes sont moins habituées à demander plus, à renégocier leur salaire, et du coup, ce 3%, il est aussi là-dedans. Mais les employeurs vont pas forcément se dire « Ah bah tiens, ils font le même métier, ils sont pas payés pareil, c'est peut-être pas normal, je vais les aligner ». Non, ça n'a pas lieu. Donc c'est là où il y a une marge de progression du côté des employeurs. Et on a bien raison de les embêter avec ça. Mais enfin, vous voyez, on parle de 3% par rapport à 20%. Donc encore une fois, remettons les choses à leur place. Et Véronique, vous parlez donc de pénalité de maternité, mais il y a même quelque chose de presque pire, c'est ce bonus à la paternité qu'on voit aussi dans les exemples, où c'est complètement déséquilibré. Oui. Le bonus à la paternité, c'est un truc que vous allez peut-être reconnaître, c'est quand on a un bébé, quand on est un garçon, ça veut dire qu'on devient vraiment un monsieur, quoi. Et donc, dans le monde du travail, ça se traduit par des augmentations. Donc, il y a un petit fou rire dans la salle. Donc, voilà, si c'est pas de votre faute, hein, tant mieux. Mais je veux dire, on aimerait tous l'avoir et que les femmes aient finalement peut-être un bonus de maternité, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais ça montre que, ouais, voilà, il y a des représentations sociales, ça s'appelle des représentations sociales, qui font que, petit à petit, je confirme, qui était mon a priori au départ, mon sujet, petit à petit, les femmes font face à tout un tas de phénomènes invisibles qui jouent en leur défaveur, sans qu'elles s'en rendent forcément compte, sans que ce soit conscientisé nulle part, et parfois même, elles se tirent elles-mêmes des balles dans le pied, parce qu'elles intériorisent ce qu'on attend d'elles, sans se dire qu'elles vont en payer le prix. Et c'est bien normal. C'est pas de leur faute non plus. Donc, il faut juste mettre tout bien sur la table et puis voir ce qu'on veut pour notre société à venir, quoi. Je vous propose qu'on lance l'extrait Boys Club. Mais certains hommes y voient parfaitement clair sur les rapports de force que génère l'argent à l'intérieur du couple. À 47 ans, cet ingénieur informatique reconnaît volontiers avoir une dette envers la mère de ses enfants. C'est elle qui a travaillé le plus pour qu'on arrive à ce qu'on aime, en fait. C'est effectivement elle qui faisait tourner toutes les choses qui ont de la valeur, en fait, dans ma vie et dans la sienne. De mon côté, je me suis retrouvé dans une boîte qui gagnait beaucoup d'argent sans trop l'avoir cherché. Et de ce fait, j'ai eu un bon salaire et j'ai envie de dire j'étais trop payé. Difficile d'assumer un tel aveu vis-à-vis de son employeur, face caméra. Et puis il y a les collègues moqueurs à la machine à café.
Il se souvient d'une conversation avec l'un d'eux. Je lui ai demandé ce que faisait sa femme et il a dit elle dépense mon argent. Voilà. C'est ça son activité. Et j'ai rigolé. Ouais, j'ai rigolé. C'est un mixte de surprise, de rire nerveux, parce que voilà. Et ouais, après là, en l'occurrence, ce collègue-là, il était important professionnellement pour moi. Je me voyais pas lui faire une conférence sur le féminisme à ce moment-là. J'aurais pu. Une expression désigne l'ambiance particulière des discussions entre hommes. C'est le Boys Club, le club des garçons. La règle du Boys Club, ça reste la bonhomie, quoi. Il faut que ce soit un moment rigolo, un moment marrant, etc., quoi. Ça va être pour des séparations, de dire qu'on est complètement saigné par les prestations compensatoires. Les décisions, il faut que j'en parle à mon gouvernement pour parler de sa femme à la maison, ou il va falloir l'accord de madame. Et après, il y a ceux qui vont être dans une espèce de mythologie de héros du capitalisme. Dans cette mythologie, c'est important d'avoir une compagne qui les soutient. Ils sont quand même là au centre de la société. C'est eux qui soutiennent un peu le tout, quoi. Et on va pas venir les embêter avec de la vaisselle, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Bienvenue dans la ville imaginaire de Stepford. Qui sera le premier à attraper le soutien-gorge rose? Dans son film « Et l'homme créa la femme », le cinéaste Frank Oz met en scène cet entre-soi masculin. Dans une scène où les hommes se retrouvent à l'abri, dans une grande maison cossue. Leur bonheur, s'amuser, tranquille, hors de la contrainte portée par la présence féminine. Ça, c'est vraiment le Boys Club. So, Walt, you and Stepford, it seems like a real match. I'll say. This place? Well, it's like a dream. It's like the way life was meant to be. Il y a aussi de la part des hommes un incroyable confort dans la situation telle qu'elle est, et vouloir lâcher ce confort, c'est pas quelque chose de complètement évident. Et donc, comme toujours, dans ce genre de situation, il risque d'y avoir un peu des frictions. Voilà. Donc là, on monte un petit peu d'un step quand même dans la discussion. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu des situations comme raconte le garçon qui est à visage couvert, parce que bon, c'est pas hyper évident d'être à visage découvert quand on dit qu'on gagne trop d'argent. C'était courageux de sa part. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu des situations comme ça où il y a des blagues sexistes? Vous savez, une partie de votre cerveau sait que c'est sexiste. Vous n'êtes pas forcément content de ça. En même temps, ça vous fait un peu marrer. Et même quand on est une fille, hein, on peut rire de blagues sexistes pour faire cool. Parce que quand même, ça fait partie de... alors peut-être moins maintenant, vous allez me dire, mais peut-être ça fait partie, les blagues sexistes, ça fait partie de l'humour qui est culturellement validé. Est-ce que vous trouvez que cette scène est exagérée? Est-ce que vous trouvez que ça a un sens? Est-ce que ça vous parle? Moi, je travaille dans un milieu où je rencontre beaucoup de toutes les générations possibles. Je me sens concerné sur cet extrait parce que ça va être beaucoup plus l'ancienne génération qui va faire ce genre de blague, pour moi. Et la nouvelle génération va plutôt essayer de sensibiliser, comparé à l'ancienne. C'était quoi votre deuxième question? Est-ce que du coup, quand tu vis des moments comme ça que tu as reconnus, qu'est-ce que tu fais? Tu ne ris pas? Moi aussi, l'ancienne génération, c'est un peu mes employeurs. Donc forcément, je vais peut-être pas... T'es obligé de rire? Je suis un peu obligé de voilà, c'est la même histoire. Mais je pense que dans les années qui vont suivre, tout ça sera révolu grâce à vous, grâce à la sensibilisation que vous faites. Donc voilà.
Ben, c'est surtout que du coup, toi, est-ce que tu as déjà, toi, édité ce genre de blague? Tu peux dire que oui, hein, on est entre nous. Non, parce que j'ai cette sensibilisation. Il y a un petit fou rire dans la salle quand même, pour vous dire. Et non, je pense pas, parce que j'ai aussi vécu avec une mère, avec une sœur, avec beaucoup de personnes féminines dans ma famille. Donc j'ai cette limite en soi. Ben, c'est comme ça que les choses bougent. Les choses bougent. Est-ce que vous avez vécu des situations comme ça? Moi, c'est quand j'étais un petit peu plus petite, c'était mon premier stage. Donc, comme je vous ai dit, j'avais fait un bac pro gestion administration. Donc, j'ai fait un stage, c'était juste une sorte de stage d'observation dans une entreprise. Et directement, la personne qui m'a pris, c'était un homme. C'était le PDG de l'entreprise. Et on m'a dit, alors qu'à la base, c'était un stage d'observation, on m'a directement mis, quand il avait des rendez-vous avec des clients, par exemple, à servir le café, être souriante, venir un peu maquiller, apprêter. Et directement, pourtant j'étais très petite, et je devais avoir 15 ans, 16 ans, mon premier stage. Et on se dit qu'on est dans un monde où une femme, l'homme, par exemple, quand on voit les hommes, souvent ils sont des secrétaires femmes. Et je trouve ça un peu sexiste. Par exemple, quand je devais servir un café, je devais faire un petit sourire. Alors que des fois, j'en avais pas envie. Et on voit que, comme si c'était normal, en fait. Comme si c'était normal de venir. Après, bien sûr, c'est un travail. Mais on dirait que j'étais avec une autre personne. On n'était pas là vraiment pour le travail, mais plus, pas être de bonne compagnie, hein, mais être un peu avenante, souriante, discuter. On m'a déjà fait la réflexion dans mon ancien stage de pas être assez souriante vis-à-vis des clients ou autres. Et là, je sais que c'était pas par rapport au travail, étant donné que c'était un stage d'observation, mais plus un peu la femme qui ramène le café. Je trouvais ça sexisme. Et on peut pas expliquer ça à une personne. Et je rejoins ce qu'il a dit mon camarade. C'est souvent les hommes des anciennes générations. Parce qu'après, j'ai effectué de nombreux stages. Et pas du tout, que ce soit des hommes ou des femmes plus jeunes, j'ai pas ressenti ça. Mais par contre, quand c'était des hommes, c'était un homme à peu près de la cinquantaine, j'ai ressenti ça. Il avait une secrétaire et avec sa secrétaire, je parlais souvent avec elle. Elle me disait oui, faut pas calculer, il est comme ça et tout. Mais je trouve que c'était pas normal parce que je me disais moi je suis là que pour 2 semaines, mais cette femme-là, elle est là quotidiennement et souvent elle avait des réflexions comme ça, assez sexistes, mais elle était obligée de sourire, de rigoler, alors que ça lui faisait pas rire. Et du coup, je trouvais ça genre limite. Et je me dis, ça, c'était juste un stage. Donc demain, quand on doit aller dans une entreprise où même on est des femmes, on a fait de longues études, on a galéré à avoir un poste. Je parle même pas du fait que souvent, nous les femmes, c'est compliqué quand il y a un homme en concurrence avec nous de prendre directement le poste, alors peut-être on a mieux les qualifications pour. Demain, on reçoit ce genre des petites blagues sexisme ou votre box bang ou je sais pas comment ça s'appelle, de voir des hommes, de parler de ça, de dénoncer ça, c'est compliqué parce qu'on se dit notre poste il est en jeu, on a galéré à être à ce stade-là. Et là, on se dit juste, non, c'est rien, on finit la journée, on rentre chez nous et demain, c'est un autre jour. Et je pense aussi que ça décourage de nombreuses femmes dans le milieu du travail de rester comme ça et de subir ça. Pas mieux. Oui, tu veux compléter? Moi, je trouve ça, en quelque sorte, tout ce que vous dites, normal, que tout se passe comme ça, parce qu'on vit actuellement dans un monde où majoritairement d'hommes ont le pouvoir surtout. Dans tous les continents, la majorité, c'est les hommes, les présidents. Dans le CAC 40, les 10 premières entreprises, c'est des hommes, majoritairement. Et ça décrédibilise en soi les femmes. C'est pour ça que l'ancienne génération lance quelques pics envers eux. Vous êtes trop fort, en fait.
Ouais, vous êtes vraiment fort. Mais c'est vrai que c'est un morceau que je ne pouvais pas tout vous montrer, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que, ok, les hommes ont le pouvoir, voilà, mais quand on fait des enquêtes en demandant à tout un tas de gens, pour eux, du coup, ça n'a pas vraiment... Enfin, je ne me rappelle plus exactement de l'intitulé des questions, mais c'est genre, pour un président, est-ce que vous verriez plutôt un homme et une femme, pour un chef d'entreprise, etc. Et en fait, les gens répondent en toute sincérité, et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas prêts, en fait. Ils ne veulent pas particulièrement des femmes à des postes importants. Et ça, c'est aussi important. C'est une autre notion qui est importante à garder en tête. Ça s'appelle les rôles modèles. C'est-à-dire, il y a des défricheuses, en fait. Il y a des femmes qui montrent le chemin à d'autres et qui, en étant à des postes importants, on voit que la Terre ne s'arrête pas de tourner, que ça va plutôt bien. Et donc, du coup, ce genre d'événements, les défricheuses permettent aussi de changer les mentalités. Mais on voit que c'est d'une lenteur extrême. Parce que pour qu'une femme puisse arriver au pouvoir, elle va devoir, à la force du poignet, passer tellement de ces mécanismes invisibles dont on parle ce matin, que déjà pour elle, il faut avoir une sacrée force de caractère. Mais en plus, autour d'elle, on ne va pas forcément la pousser. C'est pour ça que c'est pas inintéressant, on ne va pas forcément en parler là, mais c'est pas inintéressant quand même la question des quotas qui permettent de pousser un peu les choses. Voilà, enfin tout ça c'est le même type de sujet. Allez-y, oui. Pour ma part, quand j'ai commencé à travailler, c'était à l'âge de 16 ans et c'était en restauration du coup. Et du coup, on était un peu l'image de l'entreprise. Enfin, c'était à la caisse, c'était nous qui étions amenés à parler aux clients, etc. Et quand je disais aux garçons de mon âge ou un tout petit peu plus âgés que j'avais trouvé du travail à 16 ans, etc., ils me disaient « Ah, c'est parce que tu es une fille ». Autrement, eux, ils n'ont pas réussi à trouver parce que c'était des garçons. Et on me laissait cette image en mode que c'était que parce que j'étais une fille que j'avais trouvé du travail. C'était une histoire de quota ou c'était une histoire d'être hôtesse, du coup, j'ai pas bien compris. C'était à la caisse. Ouais. Et toi, tu penses que ça avait un fond de non, vérité, ce qu'il disait? Non, pas complètement. Un tout petit peu, c'est vrai. Oui. Je vais pas mentir parce qu'en soi, mon patron c'était un homme, du coup. Mais tous les hommes, tout le monde avait directement cette réflexion-là, sans réfléchir à peut-être ce que j'avais fait avant ou qu'est-ce qu'il y avait dans mon CV, etc. Mais c'est à double tranchant ce que tu dis. C'est soit ils prenaient des filles parce que ça présente mieux ce que tu racontais. Et là, on peut peut-être considérer que c'est pas forcément souhaitable, en tout cas un petit peu caricatural. Et après, il y a cette idée dont je vous parlais, que maintenant, avec les quotas de femmes, les hommes auraient moins de chances d'avoir du boulot. Alors là, c'est un débat intéressant parce que du coup, c'est une histoire de solidarité. C'est-à-dire que est-ce que sociétalement, on décide que c'est important, un peu comme on pourrait décider sur les histoires d'enfants. Et est-ce que du coup, ok, est-ce qu'on pousse les femmes pour que les choses changent, pour qu'il y en ait plus, pour que du coup les petites filles puissent se projeter, etc., etc. C'est des questions importantes et intéressantes. Et je sais que les hommes et les hommes d'un certain âge, ceux auxquels tu penses, ils peuvent dire beaucoup ça. Donc ça se discute. Je trouve que c'est une discussion intéressante à avoir. En parlant de quotas, quand j'ai commencé mon premier stage en cabinet comptable, ça m'a un peu surpris parce qu'il n'y avait que des hommes. Moi, j'étais la seule femme, du coup. Il y avait un autre stagiaire, mais lui aussi, c'était un garçon. Du coup, ça m'a un peu surpris par rapport aux quotas. Et suite à ça, quand j'ai changé de stage, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que 2 hommes et c'était dans le secteur du public. C'était plus... on m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de femmes dans le public parce que c'est plus simple pour elles vis-à-vis des enfants, etc. Et ça m'a... je trouvais ça un peu bizarre. C'est peut-être aussi un peu moins bien payé que dans le privé, ce qui peut être un levier parfois de représentativité des femmes ou hommes en fonction des cabinets. Et moi, c'est tout pareil. En fait, je travaille en tant que caissier. Et quand j'ai été recruté, tout s'est bien passé. Et quand j'ai vu l'effectif, majoritairement, c'était 80% de femmes. Et du coup, j'avais l'impression que le quota s'était inversé. Et que c'était maintenant, il devait avoir peut-être un quota d'hommes, un truc comme ça. Peut-être on était 5 pour 15 filles. Et on le voit aussi parfois aussi quand je suis en caisse, même dans comment les gens, par exemple, ils font la queue.
J'ai l'impression qu'ils s'en prennent plus facilement, par exemple, à une fille, à mal lui parler et tout ça, que par exemple à un garçon. Il va plus s'énerver contre une fille que contre un garçon. Il va se dire « Ah, elle est lente. » Enfin, ouais, ça va un peu loin parfois aussi. Alors que moi, par exemple, je reçois moins d'embrouilles comparé à mes collègues. Après, ouais. Intéressant. Les stéréotypes, c'est vraiment super intéressant. Et tu sais, par exemple, ça me faisait penser à quelque chose, c'est dans le monde médical, quand une femme est médecin, maintenant, ils lui mettent un badge, un gros badge, avec marqué médecin. Parce que sinon, elle passe son temps à se faire parler comme à une infirmière. Parce qu'en fait, une femme dans le monde médical, c'est une infirmière. Donc, tu vois, donc c'est un peu, c'est un autre exemple, mais ça montre bien la force des idées reçues. Mais du coup, moi, je reviens à ce que mon camarade disait, parce qu'en soi, là, on est tous jeunes. Quand on parle de travail, hormis les stages, c'est souvent des jobs étudiants, etc. En fait, du coup, je travaille aussi. Et c'est vrai qu'il y a énormément de femmes, mais en fait, c'est ça, c'est pas des sous-métiers, mais je veux dire, c'est les petits métiers que nous, les femmes, on peut prendre. Et quand, par exemple, on va en stage ou autre, c'est là où on voit une différence où il y a plus d'hommes. Et du coup, moi, je pense aussi, c'est par rapport au levier financier, qu'une femme peut avoir un petit métier à côté, vendeuse, caissière, hôte, je sais pas, dans la restauration, mais qu'en l'occurrence, les hommes, on en voit très peu dans ce monde-là. Donc, je trouve pas ça normal, mais du coup, des petits, on voit ça. Donc, quand on grandit, je trouve, c'est la suite logique. C'est triste pour certaines femmes, pour nous, mais mentalement, on se dit ça. Parce que là, c'est vrai que les garçons, peut-être à leur âge, ils se disent, il y a un peu, ça se fait pas, les femmes, elles sont toujours prises ou autres. Mais on se rend pas compte, on n'est pas prise pour nos talents, on n'est pas prise pour ce qu'on a fait, on est prise parce qu'on est des femmes, pour servir des hommes, pour être accueillantes, et non des postes qui peuvent changer, des postes à responsabilité, des postes à haut rang. Donc c'est vrai que pour certains hommes, c'est compliqué quand ils sont petits de se dire « Oh, ça se fait pas, toi, t'es une fille, t'as été prise, t'es à la caisse ou autre. » Mais nous, plus tard, c'est beaucoup plus compliqué du coup pour trouver un travail. Donc on se dit finalement il y a des femmes qui pensent elles doivent se trouver un mari et juste avoir un petit travail à côté et pour avoir un petit revenu, pas faire d'études vu qu'elles vont avoir des enfants. Et c'est dès qu'on est petit qu'on se rend compte de ce changement-là. C'est très intéressant. Et juste avant qu'on continue les interventions, on aimerait, avec Véronique, vous montrer justement un exemple de rôle modèle, de modèle, parce que tu soulignes le fait qu'on ne voit pas forcément des femmes dans des postes à responsabilité ou des couples qui arrivent bien à se répartir la charge. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le dernier extrait ensemble et après on continue les échanges. Et comme ça, si ça perdure au-delà du live, c'est possible. Sarah et Chris ont fait l'effort de briser le tabou. Ils ont sorti les dossiers sur la table pour discuter de l'équité dans leur couple. À l'arrivée de leur première fille, Sarah a cessé à contre-cœur d'enseigner pour s'occuper de la famille et de la maison. Chris, lui, a gardé son emploi de commercial dans le secteur technologique, qu'il exerce depuis la maison. On essaie de se soutenir mutuellement, mais la vérité c'est que mon travail m'accapare beaucoup, alors je passe beaucoup de temps ici, dans ce qu'on a appelé le bunker. Quand j'entre ici, je disparais pendant 8 heures, et puis je refais surface pour retrouver la vie dehors. Alors, évidemment, c'est Sarah qui réalise 90% des tâches familiales. Les économistes ont calculé que le travail domestique gratuit représenterait, s'il était pris en compte, 43% du produit intérieur brut aux États-Unis. C'est l'équivalent de 4 fois la richesse produite par l'industrie du numérique. Si ce travail était rémunéré, il constituerait donc le plus grand secteur économique du pays. Sarah et Chris ont décidé de remédier à cette injustice et de rémunérer chacun à hauteur de la valeur réelle de son travail.
Même si c'est lui qui apporte la majorité des revenus, c'est pas il garde 75% parce qu'il les gagne, je reçois 10% parce que je ne travaille pas et que je ne rapporte pas d'argent. On partage l'argent de manière égale entre nous. C'est notre temps, c'est notre argent. Alors on partage. Ce système nous a bien aidés. Je pense que c'est une erreur de dissocier d'une part le temps et de l'autre l'argent. Parce que votre travail ne génère pas forcément un salaire. Mais ça n'est pas parce qu'il ne génère pas de revenus qu'il ne contribue pas. Ils permettent au salaire de rentrer. Mon temps lui permet de travailler pour obtenir cet argent. Et du coup, les deux ont la même valeur. Nous, les femmes, devons nous souvenir que lorsque nous pensons que nous prenons de l'argent, ça n'est pas ça. Nous permettons à l'argent d'entrer dans la maison. Cerise sur le gâteau, dans leur système, ils se versent à chacun la même somme d'argent de poche. Je reçois $100, il reçoit $100. Mais nous n'avons pas notre mot à dire sur ce que l'autre veut dépenser. Sinon, ce serait la porte ouverte aux discussions du genre « Pourquoi tu dépenses de l'argent pour un club de golf ?» Je dépenserai jamais mon argent comme ça, moi. Et lui, il commencerait à dire « Pourquoi tu dépenses des centaines de dollars en soins pour la peau? Pourquoi tu fais ça ?» Et si j'achète un porte-monnaie rose en peluche avec des paillettes dessus, il n'a rien à dire, c'est mon argent. He gets no say. That's my money. J'ai pas fait exprès de prendre des Américains, mais bon, je les ai trouvés bien, eux. Est-ce que ça vous inspire ou vous vous dites c'est irréaliste? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeunes couples qui fonctionnent comme ça maintenant. Bon, ça n'a peut-être pas à voir avec exactement ce qui vient de passer, mais moi, j'observe quand même qu'il y a beaucoup de jeunes papas qui participent bien à l'éducation des enfants maintenant, contrairement aux générations précédentes. Et juste une petite note d'humour pour revenir au milieu médical. Il y a aussi l'inverse, parce que dans le milieu des sages-femmes, eh bien, les hommes ont beaucoup de mal à s'imposer, puisqu'il n'y a même pas le nom du métier qui peut leur être attribué. Voilà. Exact. C'est un très bon exemple pour montrer que voilà, ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes en fait. C'est juste que ça circule et que, en tant qu'individu, on puisse faire ce qu'on a envie, quoi, sans être jugé, sans être regardé comme une brebis galeuse. C'est juste ça en fait. Et je crois juste que sage-femme, c'est la personne qui est sachant ou sachante sur la femme. C'est pour ça que ça n'existe pas sage-homme, mais vérifiez. Oui, tout à fait, un sage pour la femme. Très bien, on arrive au terme de cette masterclass. Merci beaucoup à toutes les classes de nous avoir suivis en direct et un grand merci à la classe d'être venue sur place. Vous retrouvez les prochains rendez-vous dans la newsletter et le replay sur la chaîne YouTube d'Educarté. Merci.